Donc, nous passons la parole à Jean-David Bertel de Paris, qui va parler de prothèses d'épaule et de réalité mixte. Jean-David, vous avez la parole. Merci beaucoup. Donc voilà mes conflits d'intérêts. Effectivement, pour ces technologies qui ont besoin de l'apport de l'industrie. Donc, on va revenir sur pas mal de notions qui ont été développées par Monsieur Boileau et Monsieur Purin. La planification coopérative, vous avez compris, c'est quelque chose qui est maintenant indispensable et dont on peut plus se passer. Il y a tout un tas de systèmes qui ont été développés au cours de ces dernières années et qu'on utilise maintenant en pratique quotidienne. De nombreuses études nous ont montré de façon très claire qu'on améliorait la pose de nos prothèses lorsqu'on utilisait ces systèmes. Et en fait, le principe de tous ces systèmes, c'est de créer un modèle tridimensionnel du patient, de son omoplate, de son numérus et de l'implant qu'on va lui poser. Une fois qu'on a créé ce modèle, vous l'avez vu avec Pierre-Henri, l'objectif, ça va être la navigation, en gros, quelle qu'elle soit, pour superposer le modèle pour pouvoir reproduire en péropératoire ce qu'on a planifié au préalable. Et donc, pour superposer le modèle, il va falloir faire un recalibrage du scanner pendant l'opération. Donc, c'est ce qu'on a vu avec la technologie GPS juste avant. Ici, c'est une autre technologie, mais le principe est exactement le même. Le but, c'est d'essayer de synchroniser le scanner préopératoire aux informations qu'on a en péropératoire pour fusionner les deux. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, il va falloir développer des outils qui vont nous permettre de suivre, d'une part, le modèle en direct et suivre les instruments qu'on va utiliser en direct. Et donc, il faut utiliser un système de tracking. Il y a trois technologies qui existent en 2021. La première, c'est le tracking optique qu'on vient de voir fonctionner tout à fait bien avec Pierre-Henri. Donc, c'est une caméra infrarouge qui, par triangulation, va regarder ces capteurs, qui sont des gros capteurs, et qui vont nous permettre de suivre en direct à la fois les instruments et à la fois l'anatomie du patient. Il y a une autre technologie qui est quasiment pas utilisée, qui est le tracking électromagnétique, que j'ai essayé. Ça, c'est un essai que j'avais fait au Fer à Moulins, au laboratoire d'anatomie. Et donc, en fait, on a une station de base qui va créer un champ électromagnétique et des capteurs qui vont permettre de détecter les modifications du voltage dans ce champ et qui vont permettre de suivre les instruments et donc l'anatomie aussi. Le problème, c'est que dès lors qu'on utilise des instruments métalliques motorisés, à chaque fois qu'on active ces instruments motorisés, ça fait des perturbations du champ électromagnétique et donc on ne peut pas suivre en direct dès lors qu'on active les instruments. Et donc c'est un peu gênant puisqu'on peut que suivre en statique les différents temps opératoires. Donc cette technologie, je pense qu'elle est un peu à abandonner. Elle est très utilisée en ORL, mais elle n'est pas très adaptée pour nous. Et enfin, il y a le tracking vidéo dont je vais vous parler un peu plus en détail. Le tracking vidéo, c'est globalement le même principe que le tracking électromagnétique qu'on a vu au début, sauf qu'au lieu d'utiliser une caméra infrarouge, on peut utiliser n'importe quelle caméra. Et au lieu d'utiliser des capteurs infrarouges, les capteurs qu'on utilise, vous les voyez ici, c'est juste des petits QR codes. Et donc, n'importe quelle caméra peut reconnaître ces QR codes. N'importe quelle caméra, ça peut être une caméra d'arthroscopie, ça peut être une caméra standard, ça peut être un iPhone, ça peut être vraiment ce qui nous intéresse et ce qu'on a sous la main. Et donc, une fois qu'on arrive à suivre ces instruments, eh bien, il va falloir transmettre le modèle pour que le chirurgien puisse l'utiliser. Et pour ça, il y a trois façons de transmettre le modèle, soit en réalité virtuelle. Et donc, la réalité virtuelle, c'est un mot très, très vaste, mais en fait, c'est juste le fait de créer un modèle virtuel. C'est-à-dire que le modèle qu'on a créé initialement pendant la planification, eh bien, on va le retransmettre pendant l'intervention. Ici, on voit un modèle virtuel du patient, un modèle virtuel de sa colonne vertébrale qui est sur un écran. Ou bien, on peut utiliser la réalité augmentée. La réalité augmentée, c'est l'étape d'après. Eh bien, on va superposer les objets virtuels sur l'environnement réel. C'est-à-dire que le modèle virtuel qu'on a créé, au lieu de l'avoir sur un écran, eh bien, il va flotter, il va être dans le champ opératoire, il va être superposé au champ opératoire. Et puis, enfin, il y a la réalité mixte, qui est l'étape d'après, qui ne se contente pas juste de superposer ce modèle, de le voir flotter au-dessus du champ opératoire, mais on va l'ancrer à l'environnement réel. Et vous voyez la différence avec l'image juste avant. On a ici la vertèbre qui est fusionnée avec le modèle 3D d'une part et la véritable anatomie du patient. Et on peut juger du positionnement de la vertèbre et de nos implants en direct sur ce qui se passe sur le malade. Et une fois qu'on a transmis le modèle, il va falloir l'afficher. Et donc, on a un peu évoqué ça juste avant. Pour l'afficher, on a deux grandes technologies qui existent.
celle qui est très à la mode, les casques, les lunettes, dont on va parler, et puis les écrans traditionnels. Les casques, les lunettes, bien, les casques, c'est super pour la réalité virtuelle. Vous voyez ce casque ici, c'est un casque qui est donc borgne, hein, il y a pas de, on peut pas voir au travers. Et on a ici un exemple de son utilisation. On peut l'utiliser en paire opératoire, on peut l'utiliser pour de l'éducation, c'est de la réalité virtuelle complètement. On utilise un modèle virtuel du patient, on voit pas au travers, et puis on peut le manipuler, on peut planifier au préalable notre intervention. C'est une technologie qui a été développée par Danny Gold, qui est un Canadien, et qui sert à beaucoup de laboratoires pour préparer les interventions, préparer le personnel à l'utilisation des prothèses, mais c'est pas très adapté à ce dont on discute aujourd'hui. On peut utiliser maintenant des nouvelles types de casques, des nouvelles lunettes, comme ce casque ici HoloLens de Microsoft. Et ici, on a un exemple que Thomas Grégory d'Avicenne, qui est le premier à avoir utilisé ce casque pour une intervention chirurgicale. Et on voit que c'est pour la réalité augmentée. C'est-à-dire ce qu'on voyait avec le rachis tout à l'heure. On a le modèle qui flotte au-dessus du champ opératoire. C'est un autre exemple ici par Joaquin Sanchez-Sotelo de la Mayo Clinic avec un autre laboratoire, mais c'est le même principe. On voit le modèle de l'omoplate qui flotte au-dessus, on voit le modèle de l'humérus. Donc, ils appellent ça de la réalité mixte, mais en fait, c'est plus de la réalité augmentée, c'est-à-dire qu'on voit ce modèle qui flotte, qui n'est pas vraiment ancré dans l'anatomie du malade, mais qui permet vraiment au cerveau de superposer les images très facilement, puisqu'on n'a pas à tourner la tête vers un écran, vers un mur. On peut vraiment voir le modèle 3D flotter au-dessus du patient. Le problème de ces différentes casques, là, de ces différentes modes d'affichage, c'est que c'est pas suffisamment précis pour la réalité mixte. C'est-à-dire qu'on arrive à recréer un modèle extrêmement précis, on arrive à le projeter de façon précise, mais on n'arrive pas à le projeter de façon précise sur l'anatomie du patient. Et ça a été démontré dans plusieurs études. C'est-à-dire que la précision de ces lunettes, elle est de l'ordre de 6 mm. Elle est moins précise que l'œil nu. Donc, ce sont des lunettes qui ont été développées pour être très précis au loin, mais dès lors qu'on veut faire des tâches très précises à proximité du champ opératoire, eh bien, on va être moins précis que l'œil nu. Et donc, si on veut vraiment utiliser de la réalité mixte, eh bien, on n'a pas le choix. On est obligé de se tourner vers des dispositifs d'affichage plus classiques, comme un écran. Et comme on va utiliser un écran, on va avoir besoin d'une technologie vidéo. Et donc, nous, ce qui nous apparaît le plus logique pour utiliser cette technologie, c'est d'utiliser le technique de tracking qui utilise déjà la vidéo. Et donc, c'est le tracking vidéo. Et donc, pour faire de la réalité mixte, on a un exemple ici. Voilà, vous voyez, on voit sur un écran l'anatomie du patient et superposé à l'anatomie du patient, eh bien, on a des informations de la réalité augmentée qui est donc ancrée cette fois sur l'anatomie du patient. Et ça nous permet, ici, vous voyez, c'est au laboratoire d'anatomie, on a fait un fraisage et on peut vraiment superposer le fraisage à ce qu'on avait planifié au préalable et voir si le fraisage correspond à ce qu'on avait envisagé avant. On peut faire la même chose pour une fois que l'implant est positionné. Ça, c'est embêtant. Vous l'avez. Alors, désolé, on avance. Donc, on en était là. Et donc, une fois qu'on a utilisé cette technologie, on peut même mettre notre implant et puis superposer l'anatomie du patient pour voir, puisque vous savez que quand on regarde une glène, on voit qu'une toute petite partie de l'omoplate, en fait, et donc on n'a pas vraiment d'idée de comment se positionne notre implant par rapport au reste de l'omoplate. Et grâce à cette technologie, on peut voir en direct où se situe notre implant, on peut voir comment sont situés nos vis. Et donc, en 2021, la seule technologie qui nous permet de faire une navigation précise en réalité mixte au bloc opératoire, eh bien, c'est d'utiliser le tracking vidéo avec un affichage vidéo. Et je vais vous montrer un exemple ici qu'on a fait donc, au laboratoire d'anatomie. Donc, on met des marqueurs qui sont des marqueurs un peu comme ce que vous avez vu avec Pierre-Henri Fleurin, sauf qu'au lieu d'être des marqueurs électromagnétiques, ce sont juste des QR codes. Ça, c'était une adaptation
d'une technologie qui avait été initialement utilisée au genou. Donc, c'est des marqueurs qui sont assez encombrants, mais on peut bien entendu faire plus petit. Et on fait d'abord le recalage qui prend moins d'une minute, qui consiste donc à gratter la surface de l'os pour que l'ordinateur et l'algorithme reconnaissent les reliefs osseux du scanner et arrivent à superposer l'un et l'autre. Ensuite, il faut juste vérifier la précision de ce qu'on a fait. Et donc, on suit les contours de l'omoplate en direct et puis on regarde sur le modèle 3D si ça correspond. On voit que la précision est inférieure à 0,5 mm, donc c'est tout à fait satisfaisant. Pour ce cas précis, on avait comparé un outil patient spécifique, comme ce que vous avez vu initialement présenté par le professeur Boileau, donc c'est exactement la même marque. Et vous voyez qu'on positionne cet outil et on va ensuite utiliser notre technologie de réalité mixte pour comparer et on voit qu'on a une précision de l'ordre du millimètre et inférieure à 2 degrés. Ensuite, on enlève ce guide et puis on se sert uniquement de la technologie pour mettre notre broche centrale. On peut ensuite faire notre fraisage et puis une fois qu'on fait le fraisage, on peut vérifier la profondeur du fraisage grâce à cet outil. On peut vérifier la profondeur du fraisage. Voilà, on fait le fraisage ici. Une fois qu'on a fraisé, eh bien, on peut utiliser notre petite sonde qui va nous permettre, voilà, de mesurer la profondeur du fraisage. On voit qu'ici, on a 3 mm, et donc c'est en accord avec ce qu'on avait planifié initialement. Et puis ensuite, on peut aussi planifier le trajet des vis, voir exactement où elles vont sortir et évaluer les possibles conflits avec les éléments nobles connaissant l'anatomie. Donc là, on a parlé de navigation, on a parlé de technologie de réalité augmentée, de réalité mixte, mais tout à l'heure a été évoqué la robotique. Et la robotique, c'est aussi une possibilité de, sans affichage finalement, de transmettre le modèle qu'on a fait, de le reproduire en paire opératoire. Il y a 3 grands robots qui existent actuellement. Tous ces robots, les 3, utilisent la même technique de tracking optique, c'est-à-dire infrarouge. Et on a un exemple ici de l'un d'entre eux. Et donc, vous voyez, c'est une fraise, c'est sur une prothèse unicompartimentale de genou. Vous reconnaissez les marqueurs infrarouges. Et donc, en bas à droite, il y a le modèle virtuel qui a été créé. Et la fraise s'active quand on est suivant le plan. Dès qu'on sort de ce plan, la petite fraise boule se rétracte et c'est impossible pour le chirurgien de fraiser. Donc, en fait, c'est un moyen d'être extrêmement précis. Les 3 robots ont une technologie différente, c'est-à-dire que celui-là fonctionne comme ça, les autres apportent un guide, le positionne à la bonne place, et puis après, c'est au chirurgien, contraint par le guide qui est tenu par le robot, de faire les différents gestes, ou bien c'est carrément la scie qui est robotisée elle-même. Bon. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer utiliser ces bras robotisés qui permettent d'aller loin sans forcément voir ce qu'on fait pour penser à des voies d'abord mini-invasives? Eh bien, on sait que le tracking optique, c'est pas forcément la meilleure technologie pour le mini-invasif, puisque ça, c'est un essai qui a été fait il y a quelques années pour une chirurgie du ligament croisé sous arthroscopie. Vous voyez que sous arthroscopie, on essaye de faire des petites incisions. Ça n'a plus tellement de sens de mettre des gros marqueurs comme ça. Alors qu'on sait que le tracking vidéo, bah pour le coup, c'est compatible avec une chirurgie mini-invasive, notamment une chirurgie arthroscopique. C'est un exemple ici de chirurgie d'un ligament croisé. Et donc, vous voyez, on retrouve ces QR codes, là, ces petits marqueurs qu'on peut mettre sur le condyle, sur une zone qui n'est pas du tout gênante pour la chirurgie. Et de la même manière, on va recaler, cette fois sous arthroscopie, avec du tracking vidéo, avec un affichage sur un écran, puisqu'on utilise la caméra de l'arthroscope. Et vous allez voir qu'on peut superposer à l'anatomie du patient les tunnels qu'on veut faire pour le ligament croisé. On peut rajouter des informations comme la distance à l'os cortical en avant, en arrière, pour avoir des idées sur la précision des tunnels qu'on fait. Et donc, l'idée pour le futur, probablement, c'est que toutes ces technologies qui avancent un peu dans des directions séparées vont finir par fusionner et probablement que la robotique va se retrouver combinée avec la réalité mixte, sans doute avec le tracking vidéo, et qui aura sans doute dans le futur une espèce de fraise intelligente qui sera elle-même équipée d'une caméra qu'on pourra mettre en profondeur dans l'incision chirurgicale et on pourra à ce moment-là penser à des voies d'abord nouvelles. On peut imaginer préserver les muscles un peu plus, mettre un marqueur sur l'humérus, un marqueur sur la coracoïde, et puis introduire notre fraise qui sera elle-même équipée d'une caméra, donc on n'aura même pas besoin de s'exposer autant qu'auparavant, puisqu'on pourra voir sur un écran ce qui se passe au bout de la fraise, et puis on pourra, donc ici c'est un exemple sur le genou, mais on peut imaginer que plus tard, on pourra donc fraiser au fond d'un trou
et puis suivre sur un écran ce qu'on fait, suivre la position de notre glène, suivre le fraisage, et puis pourquoi pas même utiliser des robots qui sont actuellement utilisés en chirurgie plutôt digestive ou urologique, comme le Da Vinci, pour à ce moment-là aller se faufiler dans des endroits où la main n'aura pas besoin et même pas envie d'accéder. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Jean-David. Est-ce que vous avez des questions? Merci de cette présentation. Alors, j'avais 2 commentaires et une question. Sur la différence réalité virtuelle, réalité augmentée, réalité mixte, je pense que c'est toujours très confusiogène. Mais je dirais quand même d'insister sur le fait que la réalité virtuelle, c'est pas le même type de média, aussi au-delà du contenu. Donc, on expliquait beaucoup mieux par rapport au casque, effectivement, n'est pas utilisé en paire opératoire pour la VR. Ça me semble quelque chose d'assez important. Ensuite, sur réalité mixte, j'ai toujours un problème avec ça, parce que je préfère parler d'une extension de la réalité augmentée, d'autant plus qu'il y a eu beaucoup aussi de confusion de la part des industriels par rapport à ça, qui n'a pas joué en la faveur de la compréhension générale. Sur le problème qui est présenté à l'heure actuelle sur la limitation des fameux 6 mm, je pense qu'aussi il y a une grande problématique qui est le principe du cloud computing, c'est-à-dire qu'en fait les calculs ne sont pas faits dans le processeur en lui-même, mais nécessitent très fréquemment, quand on parle de HoloLens par exemple, que le calcul soit fait sur un logiciel qui est dans le cloud, dans le nuage, ce qui nécessite une grande connectivité. D'où peut-être la 5G qui pourra permettre d'améliorer ça, parce que pour l'instant, on fait un bloc, on n'a pas forcément déjà la 4G. J'avais une question concernant les marqueurs dans le futur. Est-ce qu'on ne peut pas aussi imaginer que des fois, sur tout ce qui est tracking optique, on arrive à le faire sur des objets qui sont quotidiens, qui sont plus simples à repérer, tracking optique qui se fait sans le moindre marqueur. Est-ce que vous avez idée déjà de recherche qui vont dans ce sens d'un point de vue anatomique? Je sais que ça va être beaucoup plus compliqué, mais c'est peut-être aussi un abord qui permettra d'être encore moins invasif dans le futur. Et merci en tout cas pour la présentation. Merci pour ces questions et ces commentaires. Je suis d'accord que les termes réalité virtuelle, mixte, augmentée, tout ça, c'est un peu c'est très théorique et puis au final, c'est tout un peu la même chose, c'est-à-dire essayer de superposer le modèle tridimensionnel à l'anatomie du patient. Après, oui, il y a cette histoire de réseau, il y a aussi cette histoire de suivre les yeux qui est assez difficile. Et c'est pour ça qu'au loin, comme on n'a pas besoin de bouger les yeux beaucoup, on arrive assez bien à être précis, mais dès lors que on est concentré sur un champ réduit, là c'est beaucoup plus problématique. Et oui, il y a des recherches en cours et même assez évoluées, je sais, sur du tracking sans marqueur du tout. Donc ça va arriver un jour sans doute. Pour l'instant, c'est encore trop tôt, mais oui, on va arriver à ça, c'est sûr. Oui, moi j'aurais une question, parce qu'on a vu que les 2 présentations précédentes, si on voit le guide personnalisé, la navigation préopératoire, on arrive à des précisions par rapport à la planification préopératoire à 1 à 2 degrés. Donc je suis quand même... et quand tu nous présentes ça, en disant que c'est l'avenir, j'ai l'impression qu'il y a quand même encore un certain nombre d'incertitudes sur les possibilités de superposition entre le modèle et ce que tu fais. Est-ce que tu as l'impression que ces technologies modernes vont pouvoir être appliquées assez rapidement pour encore faire des progrès sur la qualité de l'implantation? Moi, j'en suis certain. Pour l'instant, la précision dont je parle, l'imprécision plutôt dont je parle, c'est quand on utilise des lunettes. C'est-à-dire que pour l'instant, les lunettes, les casques ne nous permettent pas d'avoir les mêmes précisions que les technologies décrites par Pierre-Henri ou décrites par Pascal. Exactement. Et en revanche, quand on utilise un écran, là, on a des précisions qui sont inférieures à 0,5 mm et inférieures au degré. Donc, la précision de cette technologie, on l'a. Le seul problème, c'est comment la transmettre au chirurgien et comment la visualiser. C'est-à-dire que, effectivement, on utilise quelque chose qu'on veut superposer à l'anatomie du patient. Donc, ce qu'on aimerait, c'est que ce soit superposé sur ce qu'on regarde. Sauf que pour l'instant, on ne sait pas le faire. Et donc, le seul moyen qu'on a, c'est de lever la tête et de superposer sur un film de ce qu'on regarde. On est habitué, nous, à travailler sur des écrans, puisque sous arthroscopie, c'est ce qu'on fait toute la journée. Donc, pour l'instant, ça ne pose pas de problème majeur dans la réalisation, mais c'est juste que le but ultime, c'est de se passer des écrans et de tout ça.
Parce que si on superposait des modèles 3D qui étaient reconnus, qu'on puisse utiliser de façon stérilisée, ça serait extrêmement précis parce que tu ferais des modèles 3D pour toutes les étapes de ta chirurgie. C'est-à-dire que tu réaliserais toutes tes étapes de la chirurgie sur différents modèles 3D que après tu superposerais en péropératoire. Tu veux dire des modèles en plastique? Voilà, 3D stérilisable, Bah, qui correspondent, c'est un petit peu ce que tu veux faire avec ta pour l'instant, ce que fait Thomas Grégory, par exemple, ou ce que fait Wright, c'est-à-dire utiliser des lunettes, Ouais. bah, c'est exactement ce qu'ils te font. C'est-à-dire que on a un modèle 3D de toutes les étapes chirurgicales qui flotte au-dessus de ce qu'on fait. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est-à-dire, on a l'humérus, on a la coupe de l'humérus, on la voit, et donc après, c'est à nous de reproduire ce qui flotte juste à côté. Moi, ce que j'aimerais, c'est que l'humérus, il soit superposé à l'humérus du patient et qu'on suive. Et ça, on peut le faire sur un écran pour l'instant. Et un jour, on pourra faire mieux, c'est certain. Oui. Bah oui. Oui, une question qui peut paraître peut-être un tout petit peu rétrograde, je ne sais pas. Dans quelle mesure des chirurgiens très expérimentés vont véritablement embarquer ce type de complexité? Est-ce qu'ils ne vont pas considérer que c'est finalement bien trop, c'est pas forcément nécessaire pour obtenir le résultat qu'ils ont l'habitude d'avoir parce qu'ils ont une expérience clinique, chirurgicale qui suffit pour être dans 95% des cas correct? Je ne pense pas que ce soit une question rétrograde, c'est une vraie question que tout le monde se pose. Mais en fait, C'est pas anti-technologique, c'est ça, Non, c'est j'ai simplement bien pour compris, savoir j'ai compris. dans quelle mesure. Bah, de toute façon, tout l'enjeu, ça va être de rendre ça pas complexe. Ça va être de rendre ça, et c'est ce que montrait Pierre-Henri, c'est-à-dire que ça lui rajoute 1 minute de son temps opératoire. Donc, et c'est quelqu'un d'expérimenté et que ça pourrait embêter de faire ça. Donc ça, c'est la première chose, c'est que le but, c'est de rendre ça rapide et facile. Ensuite, la deuxième chose, c'est que la plupart des prothèses d'épaule sont posées par des chirurgiens qui en posent peu, et donc qui sont les chirurgiens qui en bénéficieraient sans doute le plus. Mais curieusement, ceux qui ont le plus envie d'utiliser ce genre de choses, c'est ceux qui en bénéficieraient le moins, sans doute. Mais bon, en tout cas, on va arriver à ce que ce soit facile et généralisable et impossible de faire autrement. Une des réponses aussi, c'est que vous avez vu dans les précédentes présentations, on évalue toujours les résultats. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que ça soit Pascal ou Pierre-Henri, en utilisant les nouvelles technologies, on a évalué nos résultats comparés aux technologies anciennes. Et on montre toujours qu'on progresse. Donc, il y a encore un champ d'action énorme devant nous. Et donc, cette technologie va encore faire profiter. Et c'est vrai que si on veut que ça soit utilisé par les chirurgiens qui posent 5 prothèses par an, ou 10 prothèses par an, car c'est quand même 90% des chirurgiens actuellement de l'épaule qui posent 10 prothèses par an, 10-15%. Il faut une technologie simple, il faut une technologie qui n'est pas coûteuse, une technologie qui a été évaluée. Donc, c'est vrai qu'on a 4-5 ans devant nous, hein, je pense, pour arriver à ce stade-là. Mais à la fin du compte, c'est le bénéfice du patient. Donc, je pense qu'on est tous persuadés ici que ça en vaut la peine. Hein. Je peux rebondir sur la réflexion. Après, ce sont des outils, donc je pense qu'il faut aussi s'imaginer que ça ne va pas être utilisé systématiquement pour chaque prothèse d'épaule, que peut-être même les plus expérimentés, ça leur permettra de repousser leurs limites dans certaines indications qui étaient très frontières jusqu'à présent. Je pense qu'il faut vraiment le voir ça comme un outil et pas comme quelque chose qui doit être appliqué quotidiennement. Oui, Jean-Claude Coufignal. Oui, félicitations, mais l'objet, en parlant avec la question d'Albert Claude, etc., je pense que on est véritablement sur le chemin de la robotique. C'est-à-dire que pour l'instant, on voit quelques améliorations. On est en train de voir effectivement les évaluations, etc., mais on est quasiment à l'aboutissement de la robotique. C'est ça, ce chemin. Hein. Donc, qu'est-ce qu'en pense De toute façon, c'est qu'on veut tous aller dans la même direction, c'est-à-dire mieux poser des prothèses de façon plus simple et de façon avec le meilleur résultat possible pour nos patients. Et je pense qu'on est tous en train d'essayer d'explorer les différentes technologies qui existent. À un moment donné, on va avoir une idée sur laquelle est la meilleure. Pour l'instant, on ne sait pas très bien. Et puis, on va tous se concentrer et faire fusionner toutes ces différentes technologies. C'est ça ce que j'essaie de vous montrer à la fin. C'est-à-dire que je pense que
il y aura de la robotique, il y aura de la réalité augmentée, il y aura tout un tas de choses, il y aura des modèles 3D qui ont été faits au préalable. Et puis, à la fin, c'est sûr, c'est ce que disait Pierre-Henri, il y aura des algorithmes d'intelligence artificielle qui nous diront à peu près où et comment faut positionner notre implant pour avoir le meilleur résultat. On en discutera avec le patient. Et puis nous, on sera comme des pilotes d'avion à surveiller un pilotage automatique, éventuellement faire la voie d'abord, exposer un peu les choses. Et puis après, on amènera des instruments motorisés qui feront le travail en bonne position. En 15 ans, je pense. Pascal, si tu es toujours là, Pascal et Pierre-Henri, peut-être Pierre-Henri, alors, qu'est-ce que tu penses de cette discussion du futur là pour toi? Comment tu vois le… D'abord, ça me passionne parce que je vois que tout le monde travaille dans des directions qui, au départ, semblent un peu différentes, mais qui convergent vers des buts qui sont les mêmes. Sur la conversion des chirurgiens, moi, j'ai juste un petit témoignage. Nous, ici, on est 4 à faire des prothèses d'épaule. Et au départ, j'étais le seul à naviguer parce que j'avais développé le système de navigation et mes associés n'étaient pas persuadés que ça leur rendrait service. En 2 ans, ils se sont mis à naviguer toutes leurs prothèses. Alors, ils sont plus jeunes que moi, mais donc peut-être plus sensibles à ces technologies. Et donc, la conversion a été de 100%. Et puis, quand on regarde l'ensemble des praticiens qui posent ce modèle de prothèse qui permet d'avoir un système de navigation, on a un taux de conversion de 40%, malgré les inconvénients, parce qu'il faut quand même, ça coûte un peu plus cher, il faut avoir l'appareil de navigation. Donc, c'est quand même quelque chose qui s'implante beaucoup plus rapidement que ce que je pensais. Moi, je pensais que ce serait beaucoup plus difficile de convaincre que ces technologies sont utiles. Donc, on le voit avec Jean-David qui prépare encore un autre futur. Et puis, effectivement, la robotique arrive à grands pas, hein, malgré toutes les difficultés qu'elle représente. Mais on va vivre une très belle décennie là devant nous. Je pense que dans les 10 ans qui viennent, tout aura encore changé. Pascal, si tu veux… Ouais. Moi, je suis entièrement de l'avis de Pierre-Henri et des précédents orateurs. Ce que je voulais dire, c'est que on a vécu les années 90, 2000, 2010 par l'amélioration des implants, c'est-à-dire le hardware. Et là, maintenant, c'est l'amélioration du software. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, ça se passera comme ça. Donc, ou on prend le train en marche, voire on est chauffeur de la locomotive, ou alors on restera sur le carreau. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que, comme l'a dit Philippe, 90% des prothèses d'épaule sont posées par des chirurgiens qui ne sont pas forcément des chirurgiens de l'épaule, c'est souvent des chirurgiens du sport, en particulier aux États-Unis, et donc ils posent 5 à 10 prothèses par an. Donc, ils ne peuvent pas avoir l'expertise chirurgicale pour poser une prothèse dans de bonnes conditions. Il leur faut absolument une aide, et donc le software, sous toutes ses formes, la planification, la navigation, la réalité augmentée, tout ça va les aider et va éviter des catastrophes chirurgicales et cliniques. Et puis la dernière chose, c'est que l'apprentissage aujourd'hui des jeunes chirurgiens n'est plus accepté sur le patient comme on a pu le faire nous-mêmes. On a appris au laboratoire d'anatomie, mais on a aussi appris sur les patients. Et aujourd'hui, la règle, c'est jamais sur le patient la première fois. Donc, il faut que les jeunes chirurgiens apprennent d'abord sur le logiciel, sur le software, pour ensuite passer au hardware et pour passer ensuite à l'expérience clinique. Donc, l'évolution de notre métier, l'évolution de la chirurgie, on est à l'Académie de chirurgie, va se faire vers ce type d'apprentissage, vers ce type de pratique. Et je pense qu'il est important que tout le monde le réalise. Là, on en parle pour la prothèse d'épaule, mais c'est valable pour toutes les spécialités, je pense. Merci Pascal. C'est une excellente transition avec Zurich, avec